Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture et merci de votre fidélité pour ce nouveau numéro. Je suis allé faire un tour à la journée philosophique au lycée François Ier et aujourd'hui je donne la parole à Didier Guillaumet, professeur de philosophie, et Corinne Saunier, professeure de lettres au lycée François Ier, responsable du ciné-club et qui présente également des films au cinéma Le Studio. Elle nous parle aujourd'hui du western et notamment des films de Sergio Leone. Didier Guillaumet, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes professeur de philosophie au lycée François Ier. Vous participez aussi à Viva Culture. Une fois par mois, vous présentez l'Instant Philo. Et tous les ans, vous organisez une journée philosophique autour d'un thème au lycée François Ier. Cette année, le thème choisi était rupture et continuité. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors cette journée philosophique, c'était la 16e des journées philosophiques qui ont eu lieu au lycée François Ier. On a eu un petit peu de mal à la mettre en place parce qu'on a eu 2 années de Covid et d'épidémie. Donc il y a eu un petit peu de rupture, mais une continuité quand même dans la volonté de faire cette journée thématique. Alors, pourquoi rupture et continuité ? Parce que chaque année, on prend un thème qui va être ensuite décliné d'une manière interdisciplinaire. L'idée, c'est, on parle d'une journée philosophique, donc il y a toujours un professeur de philosophie qui intervient, en l'occurrence là, c'était moi, sûr. Mais on fait aussi intervenir d'autres collègues, parce que sur ce thème, notamment rupture et continuité, on a eu un vrai succès. Quand on a proposé ce thème, tout le monde était partant. Je crois qu'il y a une raison de fond, c'est que rupture et continuité, c'est des catégories qui sont des catégories assez fondamentales, dès qu'on veut avoir affaire ou comprendre en tout cas quelque chose qui évolue. Dès qu'on a une réalité qui est temporelle, rupture et continuité, ça marche bien. Donc ce qui fait qu'on a eu ça, on s'est aperçu que ça se déclinait dans toutes les disciplines. Et si on veut un petit peu définir ces deux notions, je dirais que c'est 2 notions qui permettent de comprendre, comme je le disais, une réalité précise qui est en prise avec le temps, réalité à laquelle il arrive des choses. Il y a rupture lorsque le changement est profond. Ah oui. Continuité lorsque, malgré tout, en dépit des variations, des petits changements qu'il y a, il reste quelque chose. Donc vous voyez, ces deux catégories, effectivement, qu'on utilise continuellement et qui vont être déclinées pendant cette journée avec diverses Donc une rupture, c'est une sorte de cassure, une révolution dans un flux continu. Voilà, en rupture en histoire, on parlera de révolution. Oui. On parlera aussi de révolution en sciences, la révolution copernicienne par exemple. Oui, oui. On peut aussi comprendre que dans le domaine de l'art, une rupture, ça peut être quelqu'un qui subitement fait quelque chose de nouveau, qu'on va appeler un génie. Alors on peut penser ce qu'on veut de la notion de génie, mais ça indique qu'il y a eu une rupture. Voilà. Et dans les arts plastiques, par exemple, Marcel Duchamp opère une véritable rupture. Oui. Les exemples montrent qu'on est toujours dans le même domaine, mais que dans un domaine particulier, même si on reste dans ce domaine, on a changé les règles d'une certaine manière. Oui, il y a c'est une autre ça. logique. Alors, justement, ça va me permettre de rebondir et de me tourner vers Corinne Saunier, parce que vous êtes aussi intervenue à cette journée philosophique et vous avez notamment étudié le western, et plus particulièrement le western de Sergio Leone, parce que vous avez montré, et vous pouvez montrer en quoi il opère une rupture par rapport au western traditionnel. Oui, bonjour. Oui, effectivement, je trouve que le western de Sergio Leone est un western assez intéressant parce que, d'une certaine manière, il est à la croisée des chemins. À un moment où le western était en perte de vitesse, à la fin des années 60, c'était un genre qui, pour le dire un peu familièrement, était en train de se ringardiser. Oui. Et donc, ce réalisateur, dont le paradoxe quand même est qu'il n'est même pas américain, c'est un réalisateur italien, a su finalement reprendre un certain nombre de codes du western, mais en les traitant d'une manière tout à fait novatrice. Et au fond, on a le sentiment qu'il a
comme pousser le western dans ses retranchements pour que ça donne quelque chose de nouveau et aussi en se donnant le droit finalement de traiter d'une façon un petit peu décalée un genre qui à côté de ça quand même aux États-Unis est considéré comme un genre noble qui fait partie de la mythologie américaine, donc ça c'est très audacieux. Oui, c'est ça. On peut peut-être rappeler les codes du western parce que c'est assez justement assez codé. Alors les codes du western, déjà il faut bien comprendre qu'il y a un ancrage historique qui est très fort, puisque le western, et western en anglais ça veut dire de l'ouest, le western retrace au fond la conquête de l'ouest américain, avec cette idée en plus, on est sur l'idée de rupture et continuité, que la frontière américaine, elle ne cesse de bouger et d'évoluer, donc elle est tout le temps, elle aussi, dans cet état comme ça, de remise en cause et de renouvellement permanent. Donc ce mouvement vers l'ouest, il s'accompagne de toute une série de problématiques, il fait apparaître des personnages aussi très caractéristiques. Parmi les personnages, bien sûr, on trouve le pionnier, on trouve le cow-boy, le shérif, les bandes de hors-la-loi. Parmi les personnages féminins, on trouve la prostituée, la jeune veuve avec ses enfants. Et puis, c'est intéressant de voir comment aussi certains personnages peuvent passer d'une catégorie à une autre. Par exemple, un certain nombre de shérifs sont des anciens repris de justice, ceux qui ont vécu un peu leur rédemption et qui maintenant sont prêts à défendre la veuve et l'orphelin après les avoir peut-être dépouillés dans un passé proche. Donc ça montre comme ça cet espace très très mouvant qui est celui en fait de la naissance de la nation américaine. C'est ça, il y a aussi les Indiens. Voilà, il y a aussi les Indiens, et c'est vrai que ça rappelle aussi qu'il y a ce positionnement qui est très complexe du peuple américain par rapport au peuple indien, et dans le western, en tout cas dans les tout premiers westerns classiques, les Indiens apparaissent comme vraiment les populations hostiles, qui ne veulent pas des pionniers, avec qui les affrontements sont très très durs, et plus on évolue dans le western, plus on se rend compte aussi que cette question, elle est nuancée, et que voilà, il y a aussi un peuple avec un droit à disposer de lui-même, et ça apparaît de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire du western. Oui, ça c'est à la moitié du XXe siècle. Voilà, absolument. Bien sûr, après, dans ce qu'on pourrait appeler des sortes de contre-western, parce qu'ils relèvent même de la contre-culture américaine, on peut citer Little Big Man d'Arthur Penn, qui est vraiment la référence de ce western presque vu du point de vue entièrement des Indiens. Oui, c'est ça. Ça veut dire que Sergio Leone s'est attaqué au récit national, dans le fond, de l'Amérique? Oui, alors d'une certaine manière, il s'est attaqué effectivement au récit national américain, et en même temps, il n'a jamais perdu de vue que ce récit américain, en tant que mythe, pouvait accéder à l'universel. Il y a notamment un critique qui dit qu'au fond, Sergio Leone a tellement compris que le western avait atteint le statut de mythe qu'il n'avait plus besoin de le tourner aux États-Unis. Et c'est pour ça que ces westerns spaghetti, comme on les appelle, ils sont souvent tournés en Andalousie, Almeria, dans des régions désertiques, mais qui sont plus celles géographiquement de l'Amérique, à quelques exceptions près. Donc, alors, qu'est-ce qu'il en fait de ce western classique? Alors, ce western classique, il le détourne déjà parce que dans sa manière de présenter certaines problématiques morales, j'ai envie de dire qu'il est faussement manichéen. Parce que quand on prend certains titres de western Sergio Leone, évidemment, le bon, la brute et le truand, avec des phrases comme « le monde se divise en deux catégories », on a l'impression que c'est un western où voilà, tout est bien dans des cases, mais ça, c'est encore une de ces pirouettes ironiques, comme il y en a tellement dans son cinéma et dans sa manière de faire du western, parce qu'évidemment, on s'aperçoit que le bon, il est capable de sadisme avec le truand, que la brute, c'est pas qu'une brute, elle est très intelligente, et que le truand, il en fait très très humain, parce que quand il est au contact de sa famille, on voit une toute autre facette de ce personnage. Et donc ça amène effectivement à des traitements comme ça subversifs. C'est le mot qui me viendrait. Il y a un traitement très subversif de ce que c'était que la vie dans l'Ouest et de la manière dont tous se comportaient les uns avec les autres. Il y a notamment une remise en cause de l'héroïsme. Et des affrontements virils qui sont propres au western, puisque je crois pouvoir dire sans faire trop de clichés que surtout dans le western, il y a cette exaltation d'une certaine virilité à l'américaine, de l'homme qui sait se battre, se défendre, protéger sa famille. Là, on n'est pas du tout face à ça.
Et quelque part, Sergio Leone rétablit une vérité, à savoir que la réalité de l'Ouest, c'est aussi ça. C'est-à-dire ces magnifiques duels au soleil qu'on voit avec des types qui dégainent et des gros plans pleins de noblesse. L'Ouest, c'est pas ça. Hein. Quand on lit les mémoires de Calamity Jane, par exemple, Oui. c'est des types qui se tirent dans le dos et qui partent en courant. C'est ça le vrai Ouest. Et c'est ce que montre Sergio Leone. Ah oui, oui. Je sais pas, c'est par exemple une scène qui pourrait être Oui. racontée, qui est à la fois très amusante et qui en dit long sur le fait que voilà, c'est pas l'héroïsme à tous les étages non plus, le western, même si à côté de ça, c'est aussi une forme de cran, ça c'est indéniable. Oui. Il y a cette scène drôlissime dans Le Bon, la Brute et le Truand, Oui. où on voit le personnage de Tuco, donc le truand, qui essaye de fuir vaguement pour pas être enrôlé parce que ça se passe sous fond de guerre de sécession. Lui, il vit sa petite vie parallèle de truand à la recherche de son trésor, veut pas être mêlé à la grande histoire. Et à un moment où tout le monde fuit une ville, lui, il se glisse comme ça par hasard dans une maison, puis il voit qu'il y a une baignoire avec un bain tout près. Donc il est super content parce que comme dans tous les westerns de Sergio Leone, les personnages sont particulièrement crasseux, ce qu'on montre pas toujours d'ailleurs dans les westerns plus conventionnels. Et donc il se verse des sels de bain, tout un tas de produits en sifflotant, il se met dans son bain, sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il est suivi par un type depuis un moment qu'il a repéré sur une charrette, et le type arrive, il se trouve que le type a un bras en moins. Et il lui dit, ça y est, je te tiens, ça fait des années que je te cherche, à cause de toi j'ai perdu un bras, mais depuis j'ai réappris à tirer de l'autre main, tu vas voir ce que tu vas voir comment je sais bien tirer. Et avant qu'il finisse sa phrase, Tuco sort son pistolet de la mousse, le descend, et lui dit cette phrase extraordinaire, quand on tire, on raconte pas sa vie. Et quelque part, l'Ouest, c'est ça, et C'est Sergio ça. Leone, c'est ça, quoi. Ah oui, C'est oui, vraiment, oui. Et puis tout y est, parce qu'en même temps, ça veut dire qu'il est tout le temps sur ses gardes, et que c'est loin d'être il bruto, comme ils disent en espagnol, parce que c'est traduit un peu mot à mot. Oui. Mais il bruto, en fait, c'est à la fois le vilain, le moche, et puis celui qui est pas très futé, quoi. C'est ça. C'est vraiment celui qui... Il y a presque un classement social dans cette Oui, appellation. oui. Et Oui. finalement, il apparaît comme très très malin et très aguerri. Et Oui. puis, la tête que fait Eli Wallach est excellente, l'air de dire. Il s'excuse presque de l'avoir tué, le pistolet penché comme ça. Sous-entendu, écoute, qu'est-ce que tu veux, hein? Moi, tu m'as laissé Oui. te tuer, je te tue. Hein? Donc, Oui. Oui. donc ça, vraiment, Oui. c'est une Est-ce scène que caractéristique. Sergio Leone a révolutionné aussi le choix des acteurs? Est-ce qu'il a changé quelque chose là? Alors oui, il a changé quelque chose parce que notamment il est allé chercher des acteurs jeunes et inconnus. C'est vrai que quand on pense au western, on pense à des films de Raoul Walsh, de John Ford, on pense évidemment à John Wayne. Bien sûr. On peut même penser à Robert Mitchum dans La Rivière sans retour, voilà Oui. des immenses monuments du western. Là, notamment, il fait connaître un jeune acteur américain qui a Oui. tourné pour l'instant seulement dans une série qui s'appelle Rawhide, qui est une série qui marche pas mal à la télévision américaine, qui est une série de western et pour le coup assez classique, où là c'est des cow-boys qui doivent acheminer du bétail et puis ils rencontrent des obstacles en chemin et puis doivent amener la cargaison, si j'ose dire, à bon port. Eh bien, Clint Eastwood, il lui donne sa chance, mais pas seulement à lui. Je pense notamment à un acteur comme Lee Van Cleef qui interprète la brute, Ah qui oui. avait assez peu joué. Et j'ai lu dans une interview de Sergio Leone que lorsque Sergio Leone vient voir Lee Van Cleef et lui dit écoute, c'est toi que je prends. Il voulait un autre acteur très connu dont le nom m'échappe là tout de suite. Eh bien, Lee Van Cleef, avec son visage de dur buriné, il fond en larmes, lui dit écoute, ça fait 3 mois que je peux pas payer l'électricité, tu me sauves, et quasiment sauté au cou, quoi. Oui. Et Oui. donc, c'est vrai qu'il y a presque une troupe autour de Sergio Leone aussi qui va se constituer. Oui. Je pense aussi à John Maria Volonté, qu'on va voir après dans d'autres films, dans Le Cercle Rouge, notamment dans un tout autre emploi. Oui. Donc c'est vrai que ce sont aussi des acteurs qui, par le fait qu'ils soient nouveaux, apportent du sang neuf, je dirais, au western. Mhm. Et il y a aussi une capacité à prendre des anciens acteurs et à les utiliser à contre-emploi. Ah Et alors ça, vraiment, je pense que oui. l'archétype, c'est Henry Fonda. Ah oui. Henry Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest. Oui. On dit notamment que si le film n'a pas très bien marché aux États-Unis, Oui. c'est parce que les Américains n'ont pas supporté de voir ce grand héros positif qu'est Henry Fonda, qui incarne l'Amérique, jouer un rôle d'être sans foi ni loi, ignoble, tueur d'enfants, qui manifeste jamais aucune empathie, aucun sentiment, vraiment un monstre au froid. Oui, oui. Donc ça, c'était aussi
très audacieux de la part de Sergio Leone. Et évidemment, pour un acteur comme Henry Fonda, c'est aussi une occasion rêvée, parce que tous les acteurs rêvent de sortir des rôles dans lesquels on les enferme et de casser leur image. Oui. Et là, c'était presque trop, quoi. Là, C'est trop. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une violence, une sorte d'image de cruauté plus forte chez Sergio Leone que d'habitude? Alors très vraisemblablement, le traitement de la violence, et presque ça annonce le nouvel Hollywood des années 80, je trouve, vous voyez. C'est certainement effectivement un traitement de la violence qui est très cru. Déjà, le rapport au corps dans les westerns de Sergio Leone sont crus. Comme je le disais, ce sont souvent des cow-boys qui apparaissent comme ça, les dentés, ce qu'on voyait jamais dans les autres westerns, avec des vêtements un peu dépenaillés. Oui. Moi notamment, je pense à 2 scènes dans Il était une fois dans l'Ouest qui montrent cette violence. Oui. Il y a notamment une scène où le personnage de Claudia Cardinal, dont le nom m'échappe là tout de suite, arrive dans la maison qui lui est léguée donc par McBain, dont elle est veuve, et il y a quelqu'un qui fait intrusion dans la maison et qui essaye de la violer. Ah oui. Et bon, la scène se présente comme étant quand même très crue et très explicite, et ce qui est encore plus cru, explicite et désarçonnant, c'est qu'à un moment, elle s'allonge sur la table et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis une ancienne prostituée. Si c'est ça ce que tu veux, soulage-toi, finissons-en, et puis tire-toi, quoi. » Et le type est tellement saisi qu'au final, c'est même plus marrant. Donc, ça va s'arrêter là, mais il y a une sorte de jeu de chat et de souris qui est très, très tendu. Donc là, c'est l'art de la surprise. Absolument, et puis c'est une manière de dire que cette violence-là, elle est partout dans l'Ouest, et on la retrouvera par exemple aussi dans Impitoyable de Clint Eastwood, Complètement. puisque on a ce groupe de prostituées qui, suite à une très violente agression, décide de se faire justice elle-même, parce que le shérif ne veut pas de vagues, on va dire. Il veut assurer une certaine paix dans sa ville, et elles sont pas satisfaites de la sanction qu'il applique. Donc et puis alors la scène vraiment qui est très très connue, qui a vraiment marqué tous ceux qui l'ont vu, et notamment ceux qui l'ont vu jeune, c'est au tout début d'Il était une fois dans l'Ouest, quand le personnage de Frank abat cet enfant. En plus avec un travail sur la musique vraiment, où c'est quand l'enfant sort de la maison qu'on a vraiment le thème principal du film qui surgit. Et puis alors ce qui est terrible... Avec l'harmonica. Oui, absolument, la mélodie à l'harmonica. Oui. Et puis qui sera le thème conducteur avec le personnage de Charles Bronson. Quand l'enfant sort de la maison, après, le travail des plans fait qu'on a l'impression d'être dans un duel classique entre adultes, duel au soleil, plan serré, etc. Sauf que d'un côté, il y a un gamin sans défense qui est terrorisé, et de l'autre, il y a un tueur chevronné qui est prêt à le tuer. Et finalement, il va se faire abattre avec une très grande froideur, et presque avec un petit sourire sarcastique du personnage d'Henry Fonda. D'une certaine manière, c'est une scène insoutenable. De mémoire, traumatisante. Oui, voilà, je vois pas un autre western qui a osé faire ça. C'est juste. Traiter la violence de cette manière. C'est la scène traumatique. Absolument. Et puis c'est le sacrilège absolu. Et dans le film, on découvre qu'il y a eu un autre meurtre d'enfant qui s'est passé dans des circonstances encore plus sadiques, qui explique la vengeance du personnage de Charles Bronson une fois adulte. Je ne sais pas si je peux développer un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que finalement, il y a une sorte d'idéologie qui ressort de ces films ? Moi je pense que c'est ce que je me suis dit aussi en préparant cette intervention et en m'interrogeant sur le western. Là où Sergio Leone finalement reprend d'une certaine manière les codes du western, c'est qu'il ne perd jamais de vue que l'histoire des États-Unis s'est en partie bâtie sur la violence et sur l'immense peur de l'inconnu et de la mort. Et même s'il était une fois en Amérique n'est pas un western, encore qu'il pourrait en partager certains codes, cette construction par la violence, elle est là tout le temps, et il y aura aussi un meurtre d'enfant au tout début d'Il était une fois en Amérique. Mais bon, il insiste aussi malgré tout d'un côté sur cette violence, sans foi ni loi, sans morale, mais il sait quand même mettre à l'honneur aussi le courage de certains personnages. Il est capable aussi de contrebalancer. Alors, c'est peut-être moins vrai dans, par exemple, Il était une fois dans l'Ouest ou dans le reste dans la trilogie du dollar. Mais, si dans Il était une fois dans l'Ouest, on peut penser au personnage féminin, justement, interprété par Claudia Cardinal, qui, moi, notamment, m'a beaucoup fait penser au personnage féminin dans Johnny Guitar, le personnage de Vienna, qui est interprété par Joan Crawford. Parce que, comme elle, c'est une femme qui va se retrouver
retrouver dans un monde d'hommes pour faire valoir ses droits et pas se faire écraser. Comme elle possède un lieu qui se trouve sur le tracé de chemin de fer, et donc les clans et les familles les plus puissantes, qu'elles soient mafieuses ou non, au bout d'un moment ça revient au même, font tout pour l'éliminer et l'empêcher de rester pour que la construction ferroviaire puisse se faire. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les films de Sergio Leone, mais finalement, quand il y en a, elles s'avèrent assez courageuses et déterminées. Est-ce qu'on peut parler aussi de la façon de filmer ? La façon de filmer, effectivement, il y a, il y a la patte de Sergio Leone. Il y a un style Sergio Leone. Déjà, évidemment, il y a la musique d'Ennio Morricone. Je crois qu'on ne peut pas parler de Sergio Leone sans parler de lui. Bien sûr. De leur relation, Ennio Morricone disait qu'en gros, ils passaient leur temps à s'engueuler, mais que c'était pas un problème, parce qu'il valait mieux ces engueulades qui débouchaient toujours sur quelque chose de très constructif, qu'une sorte de relation où chacun se ménage et ça débouche sur quelque chose de mou et de pas intéressant. Et alors il faut savoir aussi que la plupart du temps, Sergio Leone demandait à Ennio Morricone de lui écrire une musique avant même que lui-même ait fait son storyboard et même éventuellement qu'il ait terminé son scénario. Donc la musique était une source d'inspiration très forte pour lui visualiser son film, construire ses plans. C'est extraordinaire. Et oui, c'est vraiment... Et c'est vrai que la musique d'Ennio Morricone, d'une certaine manière, c'est une musique très visuelle. C'est une musique où on ne peut pas s'empêcher d'imaginer des choses au fond quand on l'entend. Parce qu'elle crée une atmosphère tellement forte. Donc il y a ce traitement de la musique. La musique peut être une ponctuation d'ailleurs, parce que dans la scène que j'ai racontée avec le personnage de Tuco, quand on tire, on raconte pas sa vie. Une fois qu'il a dit ça, on entend le fameux petit jingle qui ressemble un petit peu à des gémissements là dans Le Bon, la Brute et le Truand, même un peu à des cris de coyote. On l'entend tout à la fin, c'est comme une ponctuation, c'est comme si c'était le point final à ce qu'il venait de dire. C'est vraiment, on voit que la musique, elle accompagne de bout en bout. Il y a des thèmes musicaux différents suivant les personnages et les situations. Et en plus, la musique peut osciller entre quelque chose de très amusant, presque on est à la limite du canular, et quelque chose aussi de très émouvant et de très profond. Notamment quand il est question de la guerre de sécession dans Le Bon, la Brute et le Truand. Cette musique de chœur d'homme comme ça, très mélancolique, où on sait qu'ils vont tous à la mort. C'est vraiment très très beau. Et pour le coup, ça donne une petite dimension épique aussi à un moment dans un western que moi personnellement je qualifie de picaresque, comme ces romans picaresques avec des personnages de marginaux qui essayent de faire leur vie comme ils peuvent, qui vivent d'expédients, c'est vrai, mais où la petite histoire rejoint toujours à un moment la grande. Même s'ils y participent pas complètement, ils bifurquent un peu vers cette grande histoire avant de revenir vers leur histoire personnelle. Il me semble aussi qu'il doit y avoir l'utilisation du gros plan, non, du plan rapproché. Absolument. Beaucoup d'utilisation de gros plans, et aussi ce qu'on dit pas souvent chez Sergio Leone, beaucoup d'utilisation de travelling circulaire. Parce que il y a vraiment des scènes finales qui donnent le tournis. Il y a beaucoup de conclusions de films de Sergio Leone qui se passent dans ces lieux clos et circulaires. Bien sûr, c'est le cas dans le cimetière à la fin du Bon, la Brute et le Truand, où on voit ces trois personnages. Moi, j'appelle même pas ça un duel, c'est un truel en fait entre les trois, là, savoir qui dégainera le plus vite. Et là, on a un jeu de tout, c'est-à-dire on a la caméra qui tourne, on a le générique qui accélère de plus en plus, et on a les plans qui sont de plus en plus gros. Donc on a une espèce de vertige comme ça, sonore, visuel, jusqu'à ce que ça dégaine et qu'il y en ait un qui tombe. Donc ça crée vraiment une tension dramatique très forte. On retrouve à peu près l'équivalent dans le duel entre Frank et le personnage qu'on surnomme Harmonica, qui est interprété par Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Et donc ces travails des